c'est quelque chose en tant que parent qui est très difficile à gérer. Et on va essayer de donner des pistes. On va essayer de réfléchir d'abord au pourquoi, comment ça fonctionne, etc. Et ensuite, essayer de donner des pistes pour essayer d'installer auprès de notre famille, en tant que parent, ou en tant que frère, ou en tant que frère, même des fois, essayer de donner des pistes, essayer de comprendre comment dépasser cette jalousie, comment euh, apprendre un petit peu à mettre le doigt sur ce qui fait mal et apprendre à dépasser ou apprendre à comprendre comment gérer cela et pour ne pas que ça arrive, parce qu'en fin de compte, il y avait un rave qui me disait, vous savez, très souvent en tant que parent, on fait croire à nos enfants qu'on n'a pas de préféré, on n'a pas de préférence. Il faut, dans l'absolu, il y a toujours une petite préférence. Un enfant qui est plus simple qu'un autre, un enfant qui ressemble à son conjoint, donc du coup, l'amour du conjoint il rejaillit son enfant. Le premier, mais des fois, c'est ça qui fonctionne, des fois, c'est celui qui a été le plus dur. Ouais. Et donc, parler de préférence, c'est compliqué. Alors, préférence, il doit y en avoir, on ne doit pas le dire. Faire des différences, on n'a pas le droit de le dire. Faire créer de la jalousie, c'est sûr qu'on n'a pas le droit. Mais ça reste que l'idée de préférence existe. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'elle exprime, comment essayer de la maîtriser, comment essayer d'apprendre à nos enfants à se construire d'une manière où ils ne souffriront pas de cette jalousie. Ça, c'est les pistes que l'on va essayer ce soir de tâcher de développer. Alors, d'accord, on est à notre 9e rencontre, Hachem, sur le couple et l'éducation. On fait une semaine éducation, une semaine couple. Et bon, il s'avère que parfois ça tombe avec la paracha de la semaine, mais dans l'absolu, il n'y a pas de lien. Hein. Il n'y a pas de lien avec la paracha. C'est un cours qui parle de la famille en 2021. On parle ne parlons même pas cette question-là. Bon, c'est peut-être, c'est l'actualité même chez les juifs, hein, mais aujourd'hui, cette notion d'égalité, de jalousie, etc., elle est très forte dans les familles recomposées où du coup, il va falloir apprendre à vivre avec une différence, avec quelqu'un d'autre en face, etc., qui a une place prépondérante à la maison, etc. Donc, tout ce qui va être divorce et remariage, etc., ça veut dire que c'est un sujet qui n'a jamais été autant brûlant d'actualité, autant actuel que d'essayer de repenser, de réfléchir à la place de chaque enfant et à la place qu'on essaye de donner à nos enfants et que l'on essaye de mettre en place pour qu'un enfant ne vive pas avec une souffrance. Donc, il s'avère qu'on va on va ramener certaines réflexions qui sont issues de la paracha, des parachiotes qu'on vient d'étudier, mais d'un autre côté, il faut bien comprendre que c'est en fin de compte une réflexion sur l'ère moderne. Quand on parle de fratrie dans la Torah, c'est quand même un peu fou quand on y réfléchit. Maintenant, je vous demande de réfléchir là, en quelques secondes, combien de frères on connaît dans la Torah. Combien de frères on connaît dans la Torah, combien de fratries on connaît dans la Torah. Et, est-ce que les histoires qui traitent de nos fratries dans la Torah sont des histoires qui sont reluisantes ou des histoires qui sont catastrophiques? La première fratrie, c'est Caïn et Evel. Pas top, hein. Caïn et Evel, il y en a un qui tue l'autre. On ne va pas dire que c'est un bon exemple de fratrie. Ouais. Le deuxième exemple de fratrie, c'est Shem, Ham et Yafet, les enfants de Noach. Dans la Torah, on nous en parle. On nous parle quand même qu'il y en a un qui a un petit-fils, bon, le fils ou le petit-fils, qui a quand même fait des choses pas très claires avec son grand-père Noach, à tel point qu'il a été maudit. Bon, pas une grande réussite. On continue. Et la fratrie d'après, c'est Ishmaël et Yitzhak. À nouveau, pas une grande réussite, malheureusement.
Esav et Yaakov, catastrophique. Les frères de Yosef et Yosef, ouais, pas, pas, pas glorieux. On avance, on continue, hein, et on arrive enfin à Moshe et Aaron. Enfin, on a une fratrie réussie. On a une fratrie réussie sans aucune jalousie. Malgré le fait que le grand frère il a été mis en second point, il n'y a aucune jalousie. C'est incroyable. Et vous vous rendez compte le nombre d'exemples qu'on a de fratries qui sont venus dans l'histoire de l'humanité, dans la Torah, qui sont présentés comme étant des exemples, qui en fin de compte étaient des ratés, ou en tout cas pas des bons exemples du tout. D'accord? C'est absolument pas les exemples que je montrerai à mes frères, à mes fils, pour leur apprendre comment se conduire entre frères et sœurs. D'accord? C'est pas les parachiotes de Yosef et ses frères, c'est pas le genre de parachiotes on en parle beaucoup, les enfants les connaissent par cœur, mais d'un autre côté, c'est pas forcément un texte qui est fondateur pour une fratrie réussie, loin de là. Et donc, les exemples de fratrie que la Torah nous donne jusqu'à Moshe et Aaron, ils sont catastrophiques. Catastrophiques. Il y a très peu qui ont réussi, très peu. Et encore, on en parle très peu. On met beaucoup plus en exergue les fratries ratées. Donc, on voit que, clairement, hein, c'est évident que le message, il est clair. C'est difficile de réussir que deux frères qui viennent des mêmes parents, ou même quand ils ne viennent pas des mêmes parents, mais qui cohabitent en fin de compte, parce qu'ils ont un père commun ou une mère commune. Un père commun, dans la Torah, on connaît surtout les pères communs. Quand il va y avoir un père commun, il va y avoir des soucis, ça va être très difficile. Les deux veulent s'approprier le message du père. Les deux veulent s'approprier l'existence du père. Ils veulent être la suite du père. Donc il y a cette difficulté. Même si ça ne nous paraît absolument pas d'actualité, ce genre de discours. Je m'explique. Aujourd'hui, on ne reprend pas la boîte à papa. C'est vrai, c'est rare. Un enfant qui reprend la boîte à papa, c'est pas la norme. Chaque enfant, on lui demande justement d'être autonome, de s'inventer, de s'essayer, d'aller vers là où il se sent le mieux, etc. Il n'y a pas d'obligation, ni le premier, ni le deuxième. Des fois, il y a une affinité. Un enfant qui va avoir une affinité avec le travail de son père, c'est possible. Il n'y a pas, il n'y a pas de, il n'y a pas de la boîte. Donc, le message qui était d'actualité à l'époque, à savoir, un enfant, il veut prendre la place de son père, il veut exister chez son père. Et son frère aussi, donc du coup, il va y avoir une forme de bataille pour la place du père. Cette histoire-là n'existe plus. Pourtant, l'histoire des problèmes de fratrie sont encore d'actualité. Donc on voit que le problème de fratrie, il est dans mon existence, dans l'existence de chaque être. Il n'est pas uniquement technique où, attention, si mon frère il grandit, il va prendre ma place dans la boîte à papa, or c'est moi qui la veux, donc il faut qu'on se batte, ou il faut qu'on se fight, ou je ne sais quoi, non, ça n'a rien à voir. Même si je ne veux rien de la place de papa, même si je ne veux rien de l'existence, d'accord, je l'aime beaucoup, mais j'aime pas son travail, donc je vais faire ma route tout seul. Surtout qu'aujourd'hui, avec la longévité, pour prendre la boîte à papa, il faut attendre quand même, hein, parce que papa il part à la retraite un peu tard, etc. Il va être en bonne santé, parce qu'il va continuer. Donc, ça veut dire que c'est même pas évident que tu vas pouvoir prendre la boîte à papa. Donc c'est même pas. Donc ça veut dire aujourd'hui, c'est vraiment. On voit que, et pourtant le problème de fratrie existe encore. Donc c'est beaucoup plus existentiel, c'est beaucoup plus essentiel. C'est dans l'existence personnelle, c'est pas dans le remplacement d'un père qui va bientôt, qui est mortel. Ça n'a rien à voir. Alors, pourquoi c'est si difficile? Et à part ça, est-ce que c'est forcément pas possible d'y arriver ou est-ce qu'on peut y arriver? Alors, je vais partager, comme à mon habitude, je vais partager des petits textes choisis. Excusez-moi, voilà, hop, c'est là. Alors, ça, c'est bon. Ah, voilà, là, elle est là. Hop, elle est là.
Voilà. Alors, ça va arriver sur vos écrans. La jalousie. Alors, on sait que le problème de... Alors, putain, on sait que le problème de... Alors, voilà. Une famille en or, une fratrie réussie, c'est le thème de notre soirée. D'accord? Et donc, on va essayer de voir un petit peu des petits textes qui vont nous faire réfléchir à cette problématique. À nouveau, le premier texte, il est issu d'une Gemara, la Gemara dans Megillah. La Gemara dans Megillah, elle pose la question. Alors, la jalousie, pour la bonne cause. Alors, je m'explique. On sait tous que les problèmes qui ont commencé avec Yosef et ses frères, le problème, ça a été d'abord et avant tout lorsque ils se sont rendus compte que Yaakov, eh ben, il montrait une forme de préférence vis-à-vis de Yosef. Et il lui a fait une tunique particulière, toute belle, toute grande, toute bariolée. C'était incroyable, c'était magnifique. Il en était très fier. Et les frères, ils étaient un peu jaloux. Bon, très bien. Il va y avoir toute la péripétie, on ne va pas rentrer là-dedans maintenant, c'est pas le sujet. Il va y avoir toutes les histoires de Yosef et ses frères, etc. Et Yosef, il va reconnaître ses frères, il va leur parler. Et à la fin, regardez ce qu'il y a marqué dans la Torah, que Yosef va donner des tuniques à ses frères. Et il va donner un peu plus de tuniques à son frère Binyamin, son frère de père et de mère, son petit frère chéri. Il n'a pas vu grandir. Là, la Gemara, elle s'étonne. Amarav. בשביל משקל שני סלעים מלט שהוסיף יעקב ליוסף משער אחיו נתגלגל הדבר וירדו אבותינו ממצרים. Parce que Yaakov a rajouté un peu plus de laine et de couleur à l'habit qu'il a donné à Yosef par rapport à ses frères. À cause de ça, eh ben, nos ancêtres sont descendus en Égypte. Et là, Amar Rabbi Binyamin, Bar Yefet. Alors là, la question qui se pose, c'est quoi? Je ne comprends pas. Yosef, il a été vendu en tant qu'esclave parce que ses frères ont été jaloux de lui. Et qu'en plus, ils ont été jaloux parce qu'il avait ce garçon-là, Yosef, il se sentait tellement bien dans ses pompes qu'il a commencé à faire des rêves de grandeur, comme quoi il allait gérer toute la famille, etc. Bon, très bien. Donc, il y a eu beaucoup de jalousie qui a démarré à cause de un petit peu de laine. Un petit peu de laine. Et là, on voit que Yosef, il prend le risque de donner à son frère Binyamin 5 habits. C'est marqué dans la Torah qu'il a donné Khamisha Smalot. Il lui a donné 5 tuniques, alors qu'à tous les autres, il leur a donné une. Il est fou, Yosef. Il retombe il retourne dans les problèmes. Il retourne dans les problèmes. Je ne comprends pas. Tu as souffert de ça. Pourquoi tu mets encore en exergue, tu le mets en relief, tu mets Binyamin sur un piédestal? Mais tu joues avec le feu, ça va mal se passer. Alors, la question est très légitime. La question est très légitime. Qu'est-ce qui a pris à Yosef de retomber dans le panneau, de refaire à nouveau une préférence, de faire des préférences, de donner plus? Alors on le comprend, il a un amour tout particulier envers Binyamin. Binyamin, il l'aime beaucoup, c'est son frère de père et de mère. Il n'a pas vu grandir, il a de la peine pour lui, etc. Mais il ne retombe pas dans les problèmes. Et là, il nous dit Amar Rabbi Binyamin Bar Yefet. Remez Ramazlo. Il a fait un remez, une allusion. Sheatit Ben la tête mimenu. Que Binyamin, il va avoir un arrière-petit-fils, un arrière-petit-fils, un descendant, qui va sortir de lui. Sheyetse Milifne Hamelech, qui va sortir de la maison du roi. Bachamisha Levushe Malchut, avec 5 habits de roi. Chez Neymar, c'est qui cet arrière-petit-fils? Ou Mordechai Yata Bilbush Malchut.
et Mordechai, il est ça. Nous dit Rabbi Binyamin Bar Yefet, il nous dit en fin de compte, il n'a pas cette préférence vis-à-vis de Binyamin, il lui a juste montré, c'est pour la bonne cause, il voulait lui dire, tiens mon chéri, un jour viendra où ton arrière-petit-fils, eh ben, il va vouloir sortir, il va devoir aller voir le roi, il va devoir aller voir le roi, il va devoir aller parler au roi, et ben, il va avoir 5 habits. Et d'où est-ce qu'il va avoir cette force de pouvoir s'approcher du roi pour pouvoir lui parler? D'où il va tirer cette force? Nous dit Rabbi Binyamin Bar Yefet, par le mérite que Yosef a donné 5 habits à Binyamin. Alors, c'est de la jalousie qui va être causée, mais pour la bonne cause, c'est pour donner cette force. Pour ça, c'est pas très bien, quoi. Comme si Binyamin, il avait besoin d'avoir 5. On comprend pas très bien cette Gemara. Ah, Binyamin, il a reçu 5 habits. Alors, du coup, ça donne la force bien plus tard à Mordechai de s'habiller avec les 5 habits. On comprend pas très bien ce que ça veut dire. On comprend pas très bien. Le Gaon de Vilna, il continue en posant une question toute simple. Il dit, je comprends pas. Très bien. Alors, mais la jalousie, elle va être présente quoi qu'il arrive. Tu dis que c'est pour la bonne cause. C'était peut-être pour donner la force à Mordechai. Et que s'il n'avait pas prévenu Binyamin que Binyamin il avait le droit de prendre une position grande comme celle de sortir du roi habillé en roi, si Binyamin ne se sent pas légitime, alors il se sent légitime parce que son ancêtre a reçu 5 habits. Bon, très bien, ça s'entend. Peut-être que pour se sentir légitime, que le descendant de Binyamin se sente légitime dans sa volonté de sauver le peuple juif chez Achashverosh en endossant ses habits, peut-être qu'il tire cette force et cette légitimité, il la tire du fait que son ancêtre a reçu les habits. C'est possible. C'est ça qu'il nous dit Agmara. Mais ça reste qu'il a quand même joué avec le feu. Il a quand même joué avec le feu. Il a mis en place une nouvelle jalousie. Celle-là même qui a amené la jalousie des frères envers Yosef. Pourquoi est-ce que Yosef jouait? Alors le Gaon de Vilna, il propose, c'est intéressant ce qu'il propose, et il veut, le Torah Mima, il vérifie dans le texte, alors je ne vous ai pas mis le texte, mais vous irez vérifier pour ceux qui veulent, Il y a marqué qu'il a donné Khamisha, qu'il a donné Smalot, il a donné des Smalot. Smalot, c'est marqué avec Sin, même, Lamed, Vav et Tav. Il y a un Vav. Et quand il a donné Khamisha Smalot à Binyamin, il n'y a pas un Vav à Smalot. Le Gaon de Vilna, il propose qu'en fait, il lui a donné 5 habits à Binyamin, mais qui valaient à eux 5 la même chose que, qu'un seul habit des autres frères. Les 11 frères, les 10 frères, ils ont reçu un habit qui valait 100 euros. Binyamin, lui, il a reçu 5 habits qui valaient 100 euros. Et donc, il n'y a pas eu de préférence, il n'y a pas eu de jalousie. Comme ça, il nous dit le Gaon de Vilna. Moi, je continue à poser la question. Et faites l'essai chez vous, vous verrez. A priori, même si la valeur, elle est la même, et même si on a grandi, même si on est... Alors, c'est des enfants, bataille, c'est sûr et certain que les enfants, tu emmènes à un enfant 5 petits cadeaux et à un autre un seul cadeau, même si les 5 qui valent le 1, c'est possible que l'enfant va ressortir de ça. Pourtant, le Gaon de Vilna nous dit, c'est ça qu'il a fait. Donc, il n'y avait pas de jalousie. Mais moi, j'ai envie de croire qu'en fin de compte, il y a encore de la jalousie. A priori, il y a encore de la jalousie. J'ai donné 5 habits à Binyamin, même s'ils valent les 1 ou l'autre. Ça reste qu'il y a pas de jalousie. J'ai été dans 5 magasins différents. J'ai fait un effort 5 fois. Je ne sais pas, il y a différentes manières de le dire. A priori, ça paraît problématique. Alors, comment est-ce que le Gaon de Vilna, qui était tellement à cheval sur l'envie de ne pas créer une jalousie, il peut répondre qu'en fin de compte, ça avait la même valeur? On essaiera d'y répondre à la fin pour essayer de comprendre un petit peu. C'est possible que la jalousie, en fin de compte, c'est possible. C'est possible que la jalousie, je commence déjà à donner une réponse, à donner une explication. C'est possible que l'idée de jalousie, elle peut être problématique lorsque, en fin de compte, elle met en place, elle donne envie de croire qu'il y a réellement une préférence.
Mais si j'arrive à prouver, aussi l'enfant vit perpétuellement, ou le frère vit perpétuellement, avec l'idée qu'en fin de compte, il y a une égalité totale, même si, d'accord. Alors, j'explique. Comment est-ce qu'il va sentir qu'il y a une égalité totale? Ben, ça a la même valeur. Les 5 valent le 1. Donc, il y a l'égalité totale. Même si, dans mon fort intérieur, je vois qu'il y a 5 à 10, c'est plus gros, c'est plus volumineux, donc j'ai l'impression que le cadeau est plus grand. Si j'arrive, intellectuellement parlant, à envisager qu'il y a une véritable égalité, la jalousie ne peut pas exister. La jalousie naît chez un enfant, chez un frère, dès lors qu'il n'a pas le moyen d'appréhender, de réfléchir, de calculer qu'en fin de compte, il y a une égalité totale dans l'amour. C'est parce que, alors, vous me direz, c'est la définition même de la jalousie, c'est peut-être, ça peut paraître simple. Mais ce que je vais expliquer, c'est que parfois, si j'ai le calcul mathématique, les 5 habits valent le 1, le Gilgaon de Vilna, même si dans ma argacha, dans mon ressenti, j'ai l'impression que j'ai été arnaqué parce que moi j'en ai reçu que un, je suis capable de surmonter ça. C'est capable, je suis capable. C'est pas pour la bonne cause. Moi j'ai marqué la jalousie pour la bonne cause. Bien sûr, c'était ça qui avait l'air. Mais en fin de compte, non. Binyamin et les autres frères, selon le Gaon de Vilna, ils avaient entre leurs mains la possibilité de comprendre qu'il y avait une égalité totale entre tous les frères. Celui qui avait cette possibilité, cette réflexion devait réussir à écraser ce sentiment de jalousie qui aurait pu. Alors pour élaborer et pour comprendre un petit peu ce que je vous propose pour essayer, on va essayer d'avancer un petit peu dans le texte. Et dans la paracha alors on lit rapidement le texte de la Torah de la paracha de la semaine dernière, et ensuite on va lire le commentaire de Rashi avec, euh, avec la lecture qu'en fait le Rav Forman. L'angoisse de tout père. Alors c'est quoi? Vaïchi Yaakov Beretz Mitzrayim Sheva Esre Shana. Yaakov vécut dans le pays d'Égypte 17 ans. Vaïhi Yemei Yaakov Shenei Chayav, et ce fut la durée de la vie de Yaakov, toute sa vie, Sheva Shanim Barbaim Umat Shana, 147 ans. Vaïkrivou Yemei Israël le Lamout, Israël Yaakov. Donc, il commençait à sentir que sa mort approchait. Vaïfal Ibn Yosef, il a appelé son fils Yosef. Vaïomer, Lo, il lui, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Mais s'il te plaît, ta main sous ma hanche, d'accord? C'était un endroit où on faisait la mitzvah, et donc du coup, c'était un moyen de jurer de manière très forte. Il m'a dit, tu agiras envers moi avec gentillesse, avec fidélité. S'il te plaît, ne m'enterre pas en Égypte. Je veux me coucher, m'endormir avec mes pères. Je veux que tu me transportes d'Égypte et que tu m'enterres dans leur tombeau. Et là, Yosef, il lui dit, tu sais quoi, papa, je vais faire comme tu demandes. Et là, on ne comprend pas pourquoi. Quoi, Yosef, c'est pas un menteur. Yaakov lui demande quand même, jure-moi s'il te plaît. Et Yosef, bon, papa, tu ne crois pas, je te dis oui, tu ne me crois pas, je te jure. Et là, d'un coup, Vaishtar pour Israël, le Rosh Hamikra, Yaakov, du coup, il se relève comme ça, il se prosterne sur le devant de son nom. Et là, Rashi nous dit, le Rosh Hamikra, il s'est prosterné à Fachatzmo le Tzad Ashrina, il s'est retourné vers la Shrina. Mikan Amrou, de là on apprend, Shashrina Nemala Mirashotav, que la Shrina, que la présence divine, elle est présente à chaque instant à côté d'un moi. D'autres beaucoup d'abandonnent pas, c'est malade. D'abord, autre explication, c'est ça qui m'intéresse. Alors, Rosh Hamikra, c'est quoi la tête du juif?
Shaita al Shaita mitato shlema. Il avait une couche parfaite. C'est quoi? Velo ayaba racha. Il n'avait aucun fils racha impie. Shari Yosef Menechaya. Pourtant, son fils Yosef, c'était un roi. Ve'od shelishba leben hagoyim. Il avait été emmené en captivité parmi les goyim. Vareu omed betzitko. Et je viens de me rendre compte, dit Yaakov, qu'il était resté un grand sadique, qu'il était resté un homme sage, un homme juste. Rav Forman, il pose une question. Rav David Forman, c'est un rave américain. Il fait une étude sur le Tanakh, sur la Torah, qui est toujours très, très judicieuse. Il pose une question sur le Tanakh. Il se demande, il ne comprend pas quelque chose. Ça fait 17 ans qu'il habite en Égypte, Yaakov. Il a donc sûrement vu à plusieurs reprises que son fils, Yosef, c'était quelqu'un de bien. Pourquoi il n'y a que maintenant qu'il se transforme? En disant, ah, ça y est, je peux mourir tranquille, j'ai la certitude que mon fils Yosef est un homme bien. Pourquoi 17 ans après, juste avant sa mort, il se rend compte que Yosef est quelqu'un de bien? Pourquoi pendant ces 17 ans, il n'a pas remarqué? La première fois qu'il a vu Ephraim et Ménaché, il a sûrement discuté avec eux. Et ils lui ont parlé en hébreu, et ils lui ont parlé de Torah. Donc il s'est dit, ah, mon fils, pendant les 22 ans où il était là, il a éduqué ses enfants dans la Torah, dans le chemin de la Torah. Tout est très bien. Pourquoi est-ce qu'il a attendu 17 ans, et la veille de sa mort, pour se prosterner et dire, ah, maintenant j'ai la certitude que tout va bien? Pourquoi attendre si longtemps? Là, Rav Forman il explique la chose suivante. Il explique, en fait, mettons-nous à la place de Yosef. Yosef, ça fait 22 ans qu'il est en Égypte. Il a été vendu par ses frères. Il s'est posé une question qui l'a hanté dans la vie. Il s'est posé une question. Pourquoi mon père n'est jamais venu me chercher? Cette question, il a dû se la poser. Mon père, pourquoi il n'est jamais venu? Yosef, lui, il ne sait pas que Yaakov le croit mort. Peut-être qu'il imagine. Il se dit, mais bon, il aurait peut-être cherché. Il peut peut-être envisager, il envisage que, en fait, Yaakov est au courant que Yosef a été vendu. Mais écoute, il fallait choisir entre les 11 frères et Yosef. Ben, j'ai choisi les 11 frères, ils veulent plus cohabiter avec Yosef. Il n'y a pas de problème. Surtout qu'on est dans une famille un peu atypique. Je vous rappelle que Yitzhak, eh ben, il a jeté, il n'a pas choisi Esav en fin de compte. Abraham, il n'a pas choisi Ishmaël. Donc ça arrive parfois de devoir se débarrasser d'un des frères. C'est déjà arrivé. Eh ben, cette fois, c'est moi. Yosef, il était persuadé que Yaakov l'avait abandonné, que Yaakov l'avait jeté, que Yaakov était de mèche, entre guillemets, il était d'accord. Maintenant, Yaakov, lui, il arrive en Égypte. Et maintenant, il se dit, j'ai un fils qui a été persuadé pendant 22 ans que je l'ai abandonné, qui a été recueilli par Paro, qui a été habillé par Paro, qui a été marié par Paro, qui a été nommé vice-roi par Paro. Waouh! Maintenant, c'est son père adoptif, Paro. Maintenant, mon fils, Yosef, Yaakov, c'est Yaakov qui se pose cette question. Mon fils, Yosef, comment je vais réussir? Quelle certitude j'ai qu'il va rester droit, qu'il va rester juste? J'ai aucune certitude. Yosef est sûrement devenu un impie. Pourquoi c'est devenu un... Alors, pas un impie complet, mais ça veut dire, en fin de compte, Paro, il est bien au-dessus de moi. Comme ça, Yaakov y pensait. Moi, je l'ai abandonné 22 ans. Et pendant ces 22 ans, il a trouvé un père adoptif. Si demain, et mon fils Yosef est confronté à une contradiction entre ce que moi je veux et ce que Paro veut, qui va choisir mon père, mon fils? Voilà ce qui hante la question de, chez Yaakov. Est-ce que j'ai un fils qui est acquis à ma cause, qui croit en ce que je crois, qui m'aime, qui me respecte, qui respecte mes idéaux,
Ou est-ce que j'ai un fils que j'ai perdu? Oui, il est religieux, mais il n'est pas acquis à ma cause. Il a quelqu'un qui est plus important à ses yeux que moi. C'est qui? Paro, son père adoptif. C'est évident. Alors il s'est dit, tiens, tant que j'étais pas là, bon, c'était Paro, c'est sûr. Maintenant que je suis là, tant qu'il n'y a pas de contradiction entre ce que moi je veux et ce que Paro veut, eh ben, sûrement qu'il va essayer de nous faire plaisir à tous les deux. Qu'est-ce qui se passe si maintenant j'ai une contradiction entre moi et Paro? Jacob, il a dit, je ne sais pas et je ne le saurai jamais. Ah, il a trouvé un moyen. Jacob est un homme très important en Égypte. Jacob est un homme très important en Égypte. Ça ne se fait pas, a priori, il est censé être enterré en Égypte. Jacob ne veut pas être enterré en Égypte. Maintenant, si Yosef fait passer les intérêts de Paro avant les intérêts de Jacob, il va donc refuser à Jacob de l'enterrer en Égypte. Mais si Yosef fait passer les intérêts de Jacob avant les intérêts de Paro, il va accepter de emmener Jacob en Canaan et de l'enterrer à la Meharat Marpella dans Hebron. Ils vont nous dire les Chachamim, c'est pour ça qu'il fait jurer. On va voir, Jacob, il est angoissé. C'est la première fois de sa vie en 17 ans que je confronte Yosef à devoir choisir entre moi, son père biologique, et Paro, son père adoptif. Qui il va choisir? Il demande jure. Et là, Yosef va être d'accord de jurer. Et là, à ce moment-là, Yaakov, il est rassuré. Et c'est pour ça qu'il se prosterne immédiatement. Il se prosterne immédiatement parce qu'il prend conscience que son fils Yosef n'a pas choisi de mettre au-dessus les intérêts de Paro, mais il a mis au-dessus les intérêts de son vrai père. Et là, le Raforman de nous dire que c'est exactement. C'est pour ça que je dis, c'est l'angoisse, voilà, c'est ça que j'ai marqué, c'est l'angoisse de tout père. Voilà l'angoisse de tout père. Est-ce que j'ai transmis un message à mes enfants? Est-ce que j'ai transmis une éducation à mes enfants? Ou en fin de compte, c'est les valeurs que je lui ai transmises qui vont être au-dessus de tout son intérêt, tous ses centres d'intérêt, de toute l'importance, les valeurs que je lui ai transmises passent avant tout. Où est-ce que j'ai transmis? Où est-ce que je l'ai rendu? Où est-ce que je ne l'ai pas fait assez fort? Et que si par hasard, il va être confronté, il va avoir une contradiction entre les valeurs que moi je lui ai inculquées et des nouvelles valeurs que le monde lui a apportées, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que mon fils va faire? Voilà l'angoisse de tout père. C'était l'angoisse de Jacob. Et Jacob, là, il s'enorgueillit, il est content parce qu'il a réussi avec ses 12 enfants. Il a réussi avec ses 12 enfants à faire en sorte que l'intérêt et les valeurs que Jacob prône sont les valeurs qui sont les plus importantes aux yeux de Yosef. Et aux yeux de Yosef, c'est sur lui qu'il avait un doute. Et bien sûr, aux yeux des autres frères. Et là, le Rav Forman, mais là, du coup, ici, c'est là que on va découvrir que c'est exactement le problème, l'angoisse d'un père, mais qu'un enfant va réellement, va forcément recevoir. Chaque enfant, lorsqu'il fait des choix, il n'a qu'une seule angoisse. Comment est-ce que mon père va le recevoir? Comment ma mère va l'accueillir? Comment est-ce que les gens envers qui j'ai du respect vont les accueillir? Chaque fois qu'on fait un choix de vie, c'est ça qu'on pense. Un enfant, il a une double angoisse. Non seulement il a peur du regard paternel, mais il sait qu'en plus, on peut le juger par rapport aux autres. L'angoisse fondamentale d'un juif, et on en est à peine conscient malheureusement parfois, l'angoisse fondamentale d'un juif, c'est comment j'ai accueilli les valeurs qu'on m'a transmises, ensuite suis-je une personne qui les ait bien intégrées, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'elles seront en contradiction avec des nouvelles valeurs, avec d'autres réalités, d'accord? Et en plus, étant donné que je suis un petit peu
pas en guerre, mais en comparaison avec d'autres, avec mes frères et sœurs. Est-ce que moi, je les ai mieux intégrés? Est-ce que je les ai moins bien intégrés face à tel. D'accord. Chez Yaakov, c'était très fort, de manière très exacerbée. C'était deux pères, un père biologique et un père, adoptif. Mais chez chaque personne, ça va être la même chose. J'ai reçu une éducation de mes parents. Mais le monde dans lequel j'évolue, les études que j'ai faites, les personnes que j'ai rencontrées, qui m'ont transmis des nouveaux messages, qui ne sont pas les personnes qui ont transmis les mêmes messages à mon père. Combien est-ce que je les ai, comment est-ce que je les accueille? Et est-ce que si elles sont en contradiction, on va donner des exemples concrets. Eh ben, j'ai toujours fait Shabbat, mais maintenant, pour pouvoir réussir mes examens, il faut que j'aille transgresser le Shabbat. J'ai toujours mon père, il m'a toujours transmis l'honnêteté. Mais là, en l'occurrence, si je suis très honnête, je ne vais pas gagner beaucoup ma vie. Il va falloir que je pratique un peu. Ah, contradiction. Entre mon métier où on m'a appris à ranger la vérité et l'honnêteté que mon père m'a donnée. Qu'est-ce qui va être plus fort? Le Shabbat. Je dois m'arrêter de travailler le Shabbat à 10 heures, à 4 heures. Mon père, il m'a toujours appris ça, mais d'un autre côté, si je veux réussir dans mon métier ou si je veux réussir mes examens, il faut que j'aille faire un examen pendant Shabbat peut-être, ou alors, etc. Il va y avoir une contradiction entre le monde qui m'éduque, tout autant que mon père, et l'éducation que j'ai reçue de mon père. Qu'est-ce qui se passe face à cette contradiction? Alors ça, c'est le problème de chaque juif, et l'angoisse de tout père. Mais chez un enfant, c'est multiplié par 10 parce qu'en plus, il a un point de comparaison parce qu'il y a une personne qui a reçu la même éducation que lui. Et donc, du coup, tandis qu'il y a une personne qui a reçu la même éducation que lui, face à cette contradiction, il n'a peut-être pas eu les mêmes résultats ou la même réaction. Et bam, je me retrouve, moi, enfant, avec une tension, parce que je n'ai pas la même réaction face à la problématique. Ça c'est une tension ou qu'un grand enfant, là, on parle de quelqu'un peut-être à 40 ans, il peut encore avoir cette problématique. Parce qu'on ne sait pas à quel moment cette contradiction elle vient. Et donc, cette jalousie, elle va être très lourde à porter. C'est pas une jalousie, en fin de compte, c'est la frustration de ne pas avoir été à la hauteur face à cette contradiction. Et donc là, c'est pour ça que Yaakov, d'un coup, il est très heureux. Parce qu'il voit que son fils, face à cet examen qu'il lui a fait faire, à savoir comment tu vas réagir face à une contradiction qu'il y aura entre moi, ton père, et ton père adoptif, Paro. J'ai vu que tu as été honnête, et donc du coup, je suis rassuré. Le Rav Forman continue avec une autre explication sur le Rashi un peu plus tard. Le Rashi nous raconte, alors là, je ne vais pas le lire dans les mots, je vais aller plus rapidement. Le Rashi nous raconte que au moment où Yosef était en route pour aller enterrer Yaakov, alors Yosef, il a posé sa couronne sur la tombe de son père. Et là, il y a deux personnes, deux cousins à nous, qui sont venus pour nous massacrer. C'était les princes de Ishmaël et les rois de Canaan. Ils sont venus pour nous massacrer. Et là, Forman nous dit, tiens, intéressant, de qui on parle? Et dès qu'ils ont vu la couronne de Yosef, ils se sont calmés. Bon, c'est quoi ce... Et ils ont mis eux-mêmes toute leur couronne autour de la tombe de Yaakov. Et donc, cette tombe, elle ressemblait à une tombe remplie d'épines. Bon, ok. Ce Midrash, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Et là, Rav Forman, il fait remarquer quelque chose d'incroyable. Il nous dit, ici, on parle des rois de Canaan et des fils et des princes de Ishmaël. Canaan, c'est le fils dépossédé, le petit-fils dépossédé de Noach. Canaan, c'est celui qui a fait une mauvaise chose quand Noach il était saoul, il était couché. Il a alors, selon le Rashi, il l'aurait castré ou quelque chose comme ça. Il a castré son grand-père. Et donc, du coup, il a été maudit. Canaan a été maudit et on lui a enlevé tous ses biens. Ishmaël aussi. Il a été jeté
de chez Abraham, il a perdu tout son droit à l'héritage. Ces deux hommes, ces deux nations, qui se sentent ben, volés, qui se sentent dépossédés, qui se sentent meurtris, qui ont été rejetés de chez eux, ils viennent pour tuer le peuple juif. Ce peuple, justement, qui les a jetés. D'accord. On aurait pu voir avec eux un troisième, ça aurait été les descendants les descendants de Esav. Ça aurait été là parfait. Ah, ils ne sont pas venus. Bon, très bien. Ils viennent, descendants de Esav, les descendants de Ishmaël et les descendants de Shem, ils viennent et ils veulent nous faire la guerre. Et quand est-ce qu'ils se calment? Quand ils voient la couronne de Yosef. Pourquoi est-ce qu'ils se calment quand ils voient la couronne de Yosef? Qu'est-ce que c'est la couronne de Yosef? Et là, nous dit le Raphaël, nous dit Yosef, c'est l'exemple type de cet enfant qui lui aussi a vécu toute sa vie avec cette frustration. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Yosef qui, au lieu de bafouer un petit peu son père qui l'aurait mal traité, au lieu d'être dur vis-à-vis de ses frères, peut-être, on aurait attendu qu'il soit dur, on le voit marquer beaucoup en deuil, marquer beaucoup de respect en enlevant sa couronne, en la posant sur la tombe de son père. Et là, ça a été un message incroyable pour les descendants de Shem et pour les descendants de Kenan et les descendants d'Ishmaël. On est capable de surmonter le fait qu'on a été dépossédé, le fait qu'on a souffert, le fait qu'on a ressenti qu'il y a eu une préférence, on est capable de le surmonter. Yosef en est l'exemple. Yosef en est l'exemple. La preuve, il a posé sa couronne sur la tombe. Et bien nous aussi, on va accepter de dépasser. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi. Alors comment est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour réussir à dépasser ça? Alors, c'est ça qu'on a essayé de proposer au début. En fin de compte, la problématique, elle est, pour un enfant, encore une fois, il faut réaliser, la problématique d'un enfant, elle est-ce que oui ou non, il a réussi à surmonter la contradiction qui s'est posée à lui? Il a reçu des valeurs, il y a des nouvelles valeurs qui se présentent à lui. Qu'est-ce qu'il fait face à cette contradiction? Ça, c'est l'angoisse d'un enfant. C'est l'angoisse d'un parent aussi. Parce que lui, nous a donné les moyens pour qu'il réussisse à se construire et à faire des bons choix dans sa vie. Mais un enfant lui-même, c'est ça son angoisse. Et là, encore aujourd'hui, avec la mondialisation, on a des personnes, on sait qu'un copain de l'école, il est devenu grâce aux réseaux sociaux. Donc on dit, t'as vu, j'étais meilleur que lui à l'école et lui, il est devenu PDG de je ne sais quelle boîte. Et moi, je suis un simple je ne sais quoi. Donc du coup, en fin de compte, tu vois comment est-ce que toi, tu as amorcé les challenges de ta vie et combien est-ce que les personnes qui ont reçu parfois les mêmes ustensiles, les mêmes moyens de réussir, et ben, ils ont fait moins bien, ils ont fait mieux, ils ont fait. Donc, on est dans la comparaison perpétuelle. Et donc là, on est dans souffrance. Donc, c'est pas juste, on n'est pas juste dans une jalousie bête et méchante, et je veux plus parce que j'ai envie de plus. On est dans une jalousie parce qu'en fin de compte, on pense qu'on a mal géré tout le trésor et toutes les valeurs qui nous ont été données par les personnes qui nous ont donné. Que ce soit le monde dans lequel, l'école dans laquelle on a grandi, le monde dans lequel on a évolué, la ville dans laquelle on a évolué, les parents qu'on a reçus. Et donc, c'est une frustration. C'est une frustration que l'on a, que l'on va expliquer comme étant une jalousie parce qu'on a pris conscience en voyant l'autre. Mais en fin de compte, c'est d'abord et avant tout une frustration personnelle. Alors, du coup, si on comprend que c'est d'abord et avant tout une frustration personnelle, on comprendra aussi comment peut-être réussir à surmonter cette frustration et à apprendre à nos enfants à surmonter cette frustration. Comme on l'a expliqué, le Gaon de Vilna, il nous a dit qu'il n'y avait pas de jalousie. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, même s'il a reçu 5 habits Binyamin, même s'il a reçu 5 habits, ils avaient la même valeur que les simples habits qu'il avait reçus des autres, les 10 frères. Ça veut dire le moyen pour ne pas se sentir frustré et pour ne pas transmettre cette frustration à nos enfants, pour ne pas qu'ils se sentent, qu'ils commencent une jalousie. Peut-être que le meilleur moyen, c'est d'essayer de faire prendre conscience, de prendre conscience pour nous-mêmes et de faire prendre conscience à nos enfants. En fin de compte, on leur a donné une, une direction. On leur a donné des kelim, des ustensiles,
pour essayer de faire des choses. Mais c'est d'abord c'est des matières premières. C'est des matières premières qu'on leur a données pour essayer de faire des choses bien. Mais c'est jamais, on leur a jamais écrit un objectif défini et obligatoire. Et ils ont tous les mêmes, tout le monde a les mêmes, il n'y a pas de, mais tout le monde reçoit la même somme. Pour reprendre l'exemple de Binyamin et de Yosef, tout le monde a reçu la même somme. Maintenant, chacun, il en fait ce qu'il veut. On a donné des directions. On a donné, c'est très facile à dire, très difficile à vivre. Parce que lorsqu'un enfant, en fin de compte, il fait, entre guillemets, n'importe quoi avec avec ce qu'on lui a donné, c'est très frustrant pour un parent. Mais c'est ça qu'on doit apprendre. On doit apprendre, en fin de compte, à réaliser qu'on a donné à son enfant les matières premières pour la réussite. Pour essayer d'apprendre à surmonter certaines difficultés, pour essayer d'apprendre à surmonter les challenges qui s'offrent à nous. Mais on ne lui a jamais donné euh, une baguette magique avec laquelle il va ouvrir toutes les portes, avec laquelle tout va lui réussir. On lui a juste donné, comme à chacun, le moyen de réussir. C'est pour ça qu'on va parler. Alors, dans 2 semaines de présentation, on parlera justement de comment donner une éducation qui va être adaptée à la personne. On a marqué dans le Michelet, Hanor Lanar, un petit Darko qui peut enseigner à son fils, un petit Darko selon sa vision, selon sa manière d'être. Il ne faut pas lui imposer ta vision, il faut adapter son discours. Mais en fin de compte, tu lui as donné une matière. Il faut un maximum transmettre à ses enfants et se persuader à nous qu'en fin de compte, on a donné à nos enfants une matière première, une force, des capacités, une direction. Mais qu'en fin de compte, c'est lui qui doit écrire son propre chemin, sa propre histoire. Mais qu'il a forcément, que je lui ai donné en tout cas de mon point de vue à moi, je lui ai donné avec le cœur un maximum. Ça n'existe pas un parent qui ne veut pas que son fils réussisse, qui ne veut pas donner un maximum de moyens pour que son fils, pour que son enfant réussisse. Et donc, sache que j'ai donné le meilleur de moi papa, à toi, enfant, pour que tu puisses réussir à être quelqu'un d'autre. Tu as reçu les meilleurs. Maintenant, à toi d'écrire ta direction. Il n'y a pas en anglais, on dit de best way. Il n'y a pas de meilleur chemin, de meilleure réussite, de perfection. C'est pas, ça n'existe pas. Chacun doit écrire son histoire. Mais je te donnais les matières premières pour y arriver, comme j'ai donné à tous les autres. Maintenant, ta réussite, elle t'appartient. Elle ne sera jamais, il n'y en a pas une parfaite, il n'y en a pas une écrite et définie pour considérer qu'en fin de compte, il y a eu un raté. Et donc, même si de notre point de vue, on aurait pu croire, comme dit le Gaon de Vivant, on aurait pu croire que j'ai donné plus à un enfant. J'ai donné plus à un enfant et du coup, eh ben, les autres frères vont être jaloux. Et donc, Yosef aurait fait exactement la même erreur. Réponse, non. J'ai donné à mes enfants la même somme, la même force, la même envie, les mêmes déterminations. Après, c'est à lui d'écrire là-dessus. Parce qu'un enfant va prendre conscience qu'il a tout reçu de son père, de sa mère, qu'il a tout reçu cette force-là. C'est en fin de compte des matières premières. Alors, il ne pourra jamais, que ce soit financier, ou que ce soit matériel, ou spirituel, ou immatériel. Quoi qu'il arrive, il a reçu des matières premières avec lesquelles, du mieux qu'on a pu en tant que parent, pour qu'il réussisse, jamais, il ne pourra jamais, même si en fin de compte, il a fait de mauvais choix, de son point de vue, il pourra faire une crise de la quarantaine s'il veut, mais en fin de compte, même s'il a fait des mauvais choix, il fera sa crise de la quarantaine, mais dans l'absolu, il ne pourra jamais en vouloir qu'il a reçu moins ou il a reçu plus, on lui a donné le maximum. Même si physiquement il a l'air d'avoir reçu plus, il dit le gramme de Vilna, il a reçu la même somme. C'est-à-dire qu'il a reçu exactement ce qu'il fallait. Tout le monde a reçu ce qu'il fallait pour réussir. Voilà, messieurs, dames, je ne sais pas s'il y a des dames, mais messieurs, dames, si vous avez des questions, avec plaisir. Sinon, Salut. Salut. Ça va? Très bien, et toi? Ça va, ça va. Grâce à Dieu. Et j'avais entendu, moi, qu'en fait, il avait donné les 5 vêtements pour tester ses frères. Parce qu'ils avaient dit qu'ils avaient Ah fait ouais? tchouva, qu'ils regrettaient et tout. Donc, il a un peu plus gâté Binyamin pour voir comment il réagirait. Encore. Bon, la Gemara ne dit pas ça, mais j'ai pas de connaissances. On a envie de croire à ça parce que ça rentre aussi dans le contexte comme il les a testés de la même façon. Alors oui, mais là, il s'est dévoilé. Donc là, a priori, le test est fini. Ça même dévoilé, il teste.
peut dire encore que c'est. C'est possible. La Gemara, elle propose pas, la Gemara, elle dit pas ça, mais c'est possible. Je sais pas, j'ai pas cherché, peut-être que je chercherai si je trouve savoir. Mais on a envie, c'est raison. C'est vrai qu'on a tous envie de croire qu'en fin de compte, c'est un grand test qui continue et il n'y a pas de méchanceté voulue gratuitement. C'est un grand sadisme. Mais bon, la Gemara, elle propose pas ça, mais j'entends très bien votre. Mais même si cette interprétation, elle est vraie, ce que vous proposez, ça reste que, en fin de compte, après, il y a quand même le Torah Tmina qui a remarqué qu'il y a une différence dans les mots, donc c'est possible que ce qu'il dit le Gaon, quoi qu'il arrive, ce sera vrai. Il aura mis dans les yeux qu'il aura donné 5 habits, mais en fin de compte, c'est la même valeur pour que ce ne soit pas. Parce qu'on voit que le Vav, il manque. Donc, c'est pas pour rien que c'est quand même intéressant. Donc, ce qu'il dit le Torah Tmima, que ça avait la même valeur, ça peut quand même fonctionner avec votre vision des choses. Il a tenté de les énerver, alors qu'en fin de compte, après, il aurait pu leur dire, non, vous êtes trompés, vous êtes vexés, mais en fin de compte, c'est la même valeur. Ça sera encore plus fin. Donc, ce qu'il dit le Gaon de Vilna, ça reste envisageable. Parce qu'a priori, ils ont fait amende honorable, ils ont demandé pardon, ils ont. Ouais, bien sûr, non, tout est vrai. Ça reste dangereux de rejouer avec le feu. À nouveau, on vient de finir le problème et tu retournes avec les. Ça veut dire, on vient d'enterrer les problèmes. On a fait un mandat honorable, etc. Et là, on retourne dans les mêmes galères. C'est risqué en tout cas. C'est risqué. Même si c'est un test risqué. Donc, c'est pour ça que j'entends très bien que dans ce test, même si c'était un test risqué, c'est possible qu'il a quand même pris une sécurité dans le sens où il aurait pu leur dire c'est la même valeur, donc en fin de compte, je n'ai pas mis sur un piédestal. Je trouve que le Torah Tmima propose, que le Gaon de Vilna propose, donc ça tient quand même la route avec ce que vous proposez. Donc, il arrive. Ok. Voilà. Chazak à vous. Portez-vous bien. Bonne soirée. Bonne soirée. Ouais,